Bienvenue sur Ensemble, le podcast de témoignages de couple sans filtre. On parle souvent du début des relations, mais moi, je vais écouter la suite. Les doutes, les crises, les remises en question, mais aussi les joies, les apprentissages, les évolutions. Alors avec Ensemble, on plonge dans l'intimité d'amoureux qui nous racontent leur histoire à deux voix. Ils partagent avec nous les hauts et les bas de leur relation, les clés qui les ont aidés à durer et les leçons tirées de leur vie à deux. Ici, pas de couple goal, pas de recette magique, juste des récits vrais, inspirants et déculpabilisants. Alors rendez-vous chaque lundi pour découvrir un nouveau témoignage. Quand on devient parent, on s'attend à vivre un moment magique. Mais la réalité, c'est que c'est aussi un vrai bouleversement. Parce qu'un bébé, ça change tout. Le corps, le sommeil, le quotidien, les priorités et forcément le couple. En France, un couple sur deux dit avoir connu un baby clash, cette crise relationnelle qui arrive souvent après la naissance. Alors qu'est-ce qui se passe dans un couple à ce moment-là ? Pourquoi on n'arrive plus à se comprendre, à se parler, à se retrouver ? Et comment on apprend à vivre ensemble autrement quand tout l'équilibre qu'on avait construit doit être réinventé ? Aileen et Guinel, eux, ont traversé cette période. Quand Aileen tombe enceinte, 7 ans après leur rencontre, ils vivaient alors une histoire douce, complice, légère, jusqu'à l'arrivée de leur premier fils, qui a tout chamboulé. Entre fatigue, incompréhension et disputes à répétition, ils se sont perdus, éloignés et beaucoup clashés. Avant de réussir petit à petit à se retrouver et surtout à trouver un équilibre qui leur convenait. Dans cet épisode, ils nous racontent sans filtre ce qu'ils ont vécu chacun de leur côté et comment ils ont réussi à redevenir petit à petit une équipe de parents soudés et un couple apaisé. Bonne écoute! Bonjour Aileen et bonjour Guinel, merci de me recevoir près de chez vous à Lyon. Mais bienvenue, on est très contents de te recevoir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter ? Vas-y, je t'en prie. Oui, moi d'abord. Ouais. Je m'appelle Guinel, j'ai 38 ans, je travaille dans la tech en tant que Customer Success. Je suis marié à Aileen et on a 2 enfants. Et donc moi je m'appelle Aileen, j'ai 37 ans. Normalement je suis responsable marketing digital. Je suis à mon compte depuis quelques années, mais j'ai quand même plusieurs casquettes. Je suis romancière, je crée un peu de contenu sur Instagram et en ce moment on est très branché IMO, donc ce qui occupe pas mal de mes journées. Comment vous êtes rencontrés tous les deux et c'était quand ? C'était en 2012. On avait des amis en commun qui étaient en couple et qui se sont retrouvés dans un after-work sous la Tour Eiffel en plein été et on s'est rencontrés là. Monsieur a mis quelques mois pour me convaincre. T'étais pas d'accord au début ? Non, ça faisait vraiment le mec qui pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait et j'étais pas trop dans ce mood-là. Et après, on s'est revus. Il a fallu une soirée Halloween, du coup. Ok. Que je sois déguisé en Frankenstein pour que ça marche. Non, mais t'étais beau dès le début. Mais là, je l'ai trouvé un peu plus accessible et moins donjouant, moins m'as-tu vu. Et du coup, il m'a redemandé, après encore plusieurs mois, de sortir avec lui. Et j'ai dit, bon, bah allez. Go. Et après, on s'est plus quittés. Et vous aviez quel âge à l'époque ? 25 24 mois. Et toi, 25 mois, ouais. Et ça a tout de suite été sérieux ? Après, là, c'est quelques mois d'hésitation à sortir ensemble. Quand vous êtes sortis ensemble, là, c'est devenu sérieux tout de suite ou pas forcément ? Je pense que si, on a tout de suite compris que tous les deux, c'était une évidence, mais il y a eu quand même quelques mois d'ajustement parce qu'on n'a pas du tout, à l'époque, en tout cas, on était vraiment très différents. Moi, j'ai une éducation assez stricte. J'ai un papa qui est turc. Donc, j'ai pas le même rapport aux gens et aux relations que lui. Antillais. Je vais pas du tout partir dans les clichés, hein. Je m'excuse d'avance, mais un côté mondain, quoi. Voilà, il a un côté très mondain. J'aime beaucoup connecter avec les gens. Voilà. Après, j'étais célibataire pendant quelques années quand je suis monté à Paris, donc forcément, on prend des mécaniques qui sont pas celles du couple, forcément. Ouais. Donc, il y a eu des réajustements. T'étais plus extraverti, c'est ça C'est ça, vivre la grande vie d'un étudiant qui a fini, qui fait son premier job à Paris et qui a pas d'attache en soi. Donc, du coup, il fallait réajuster après. Moi, j'étais quand même toujours très, très sérieuse. Donc, en fait, on avait et puis cette différence d'éducation où Guinel est quand même beaucoup plus libre, il profite de la vie, etc. Moi, j'avais quand même beaucoup de barrières, d'interdits et voilà, j'étais quand même quelqu'un de très sérieux, entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais j'étais... Bon élève, un peu.
peu. Ouais, j'étais trop bonne élève et en fait, on a mis au bout d'1 an, ça a un peu clashé parce que on avait des principes qu'on partageait pas. Moi, j'étais très dure, hein, j'étais vraiment inflexible et lui beaucoup plus cool. Je dirais pas cool, mais c'est comme je disais, j'avais eu des mécaniques très de célibataire. Moi, disons que, on va le dire franchement, il gardait contact avec des ex qui étaient devenus des copines. Et en fait, moi, je partais du principe que une fois que c'est fini, c'est fini. Il y a plein de personnes sur Terre, on n'est pas obligé de rester de côtoyer les mêmes personnes. Sauf que lui, côtoyait quand même beaucoup. Ça me dérangeait et je me suis dit je pense qu'on va arrêter parce que au final j'ai très envie, mais je pense que ça matche pas. On n'a pas du tout les mêmes envies, on n'est pas du tout situés de la même façon sur ce genre de choses. Et finalement, on a eu peur tous les deux de se perdre, je pense. Et en fait, on s'est posé des questions, mais je pense naturellement, on s'est dit est-ce que ça vaut le coup en fait de continuer à côtoyer ce genre de personnes ou d'être inflexible sur ce genre de choses pour abandonner notre relation? Et en fait, on s'est dit non, ça vaut pas le coup. Et à partir de là, ça a switché, mais sur plein de sujets. Ça, c'était au bout d'1 an? Ouais, c'était au bout d'1 an. Parce que moi, j'avais mes copines qui me disaient, mais attends, mais Aileen, au bout en 1 an de relation, c'est les papillons dans le ventre, etc. Et en fait, ça a pas marché comme ça avec Guinel. Ça a été beaucoup plus dans l'affect. En fait, on était très amis et très amoureux. La première année, elle était plus compliquée. C'est assez marrant, c'est que ses amis disaient, normalement, la première année, c'est les papillons. Nous, ça a été plutôt une progression. Première année, elle a été compliquée. Ensuite, on a réussi à s'aligner. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que moi, j'étais moins dans la communication dans un couple. Elle était beaucoup orientée communication, donc elle m'a aidé à aussi être à améliorer ma communication dans le couple. Et ça a joué finalement ce clash à 1 an, ça nous a obligés à communiquer et à prendre des décisions pour la suite, plutôt intéressant. Ouais, exactement. Et ça a duré longtemps ce clash? Non, en plus. Non, mais ça a été fort d'un coup. Ouais, ça a été fort ça a vraiment mis en question les choses. En fait, on s'est rendu compte vraiment qu'on voulait pas se lâcher. C'était presque vraiment pas naturel de partir chacun de notre côté. C'était vraiment pas notre destinée. C'était presque bénéfique que vous aviez eu ce gros clash pour dire maintenant on est vraiment ensemble, quoi. C'était hyper sain. En fait, on a toujours été ensemble, sauf que des fois on était il y avait des moments où on se comprenait pas dans la façon de faire. Et c'est la communication aussi. Finalement, on n'arrivait pas forcément, on s'entendait mais on communiquait pas. Et en fait, ça a complètement switché derrière, c'était une évidence. Comme on disait, on s'est rencontrés vers 25, 26 ans. À 25 ans, le cerveau humain est complètement fait et je pense qu'on se limite, on se met moins de barrières. C'est-à-dire qu'avant 25 ans, on va vouloir fréquenter aussi des gens parce que du coup, on veut pas être exclu et compagnie. Et je pense qu'après 25 ans, on commence à mieux se connaître et on essaie de faire des choses qui nous représentent plus. Donc, je pense qu'il y avait aussi, on a réussi à faire ce cap-là ensemble et justement prendre des décisions qui nous ressemblaient plus finalement, foncièrement. Ok. Après, ça a été très fluide. Comment ça s'est passé, du coup, ces années un peu lune de miel, un peu à retardement, du coup? C'est vrai. Mais je pense que la vraie lune de miel, ça a été après le mariage. On était sur un nuage. Alors, je dirais l'année du mariage. L'année du mariage. C'est l'année du mariage, donc on s'est mariés en juin 2018. Enfin, l'année du mariage. Là, vous aviez 30 ans, à peu près? Ouais, moi, j'allais avoir 30 ans. J'avais 29 ans. Ouais. Et on s'était dit, alors du coup, déjà, on savait qu'on voulait un enfant. Aileen était très, justement, dans le cadre de se marier avant d'avoir un enfant. Très tradit. Donc, on s'était dit, on était parti sur cette idée de mariage, et puis on s'était dit, avant d'avoir un enfant, faut qu'on profite. Et du coup, on a voyagé énormément. On a voyagé à Rome, à New York. Et voilà, cette année, c'était vraiment, je pense, on a beaucoup voyagé, le summum avec le mariage qui a été un événement qu'on a adoré. Et puis l'enfant, du coup, qui a suivi. Donc, du coup, 2018, c'était une sacrée année. Ouais. Et donc, après le mariage, vous dites, c'est bon, on met en route ce qu'on appelle le projet bébé. Ouais. Ce qui a suivi dans la foulée. Ouais, ça allait dans le mois vite. suivant, D'ailleurs, on avait calé notre lune de miel. Donc, on s'est mariés en juin, on a calé la lune de miel en octobre-novembre. Et à la base, on voulait faire l'Amérique latine, en marchant, et choses comme ça. Mais on s'est dit, s'il y a bébé, on va plutôt faire quelque chose de chill. Donc, on avait pris l'île Maurice plus tôt. Et du coup, en fait, elle était enceinte quand on était juste après. Du coup, j'étais enceinte de 3 mois. Et puis après, d'ailleurs, juste avant, on est allé en Martinique pour le mariage de copains. Ah oui, ouais. Annoncer la grossesse et tout. Et après, je t'ai rejoint à Stockholm parce que t'avais un déplacement. Non, mais c'était en 2018, c'est pour ça que je te disais, c'était vraiment le summum. Et je pense que du coup, ça a eu un impact sur ce baby clash
de se dire qu'on avait mais c'est pas une vie de rêve. Mais oui, mais c'était pas la vie, ça peut pas Oui, non, mais c'est clair. ça peut pas être tout le temps comme ça. Ça faisait quand même c'est pas la norme. Donc en fait ça nous avait mis évidemment beaucoup de papillons dans le ventre cette année, et le mariage et l'après-mariage, et puis la grossesse magnifique. Ouais, t'avais une super grossesse. Ah ouais, c'était le rêve. Vous étiez connectés pendant ce temps-là tous les deux? Ouais. Du coup, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur le baby clash, parce que du coup, on n'est pas prêt, on le sait pas encore ce qui arrive derrière. Donc, et d'autant plus que du coup, cette année, c'est un pic de kiff, on va dire. Ouais. Donc, après, ça peut faire mal. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un peu le couple goal qui voyage tout le temps. Ah bah là, franchement, on était le couple goal. Enfin, à l'époque, moi, c'était quelque chose. À l'époque. Bah oui, avec les gosses, on voyage un peu moins. Mais... Non, mais non. Mais le truc, c'est que je pense qu'on se rend pas compte. En tout cas, maintenant, je pense qu'on en discute un peu plus sur les réseaux et que mais l'arrivée d'un enfant, c'est pas tout rose en fait. Et en fait, faut juste se dire, c'est pas grave. Il y a un temps pour tout dans la vie, et là, c'est peut-être le temps de cocooner avec son bébé, d'être juste maman et juste papa. Et en fait, au fur et à mesure, la vie de femme reprend, la vie d'homme aussi, la vie de couple reprend, mais il faut pas être trop dans l'attente de que tout soit parfait dès le départ. Vous aviez cette attente? Oui, moi je pense que, et puis en fait c'est surtout que je pense que je me suis même pas posé la question. Moi je me suis dit ça va aller. Bah oui, ça va aller. Et en fait le truc c'est que c'était il y a 6-7 ans. On se mettait beaucoup, la société mettait beaucoup la pression pour faire bien avec les enfants, quoi. La société, je pense que c'est vrai que du coup, quand on voit, après, peut-être qu'on a un œil de parent de deuxième enfant déjà, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était Montessori qui était très à la mode, il y avait plein de choses autour de ça. Et puis le premier enfant, on veut être au top. Moi, je sais qu'un des éléments du baby clash, ça a été que je voulais être au top pour leur montrer l'exemple. Donc, on réalise qu'il y aura un être humain qui va dépendre de nous à 100%, en tout cas au début. Moi, en fait, je me suis dit, bon, là, il faut que je switch. Je faisais aucune épargne parce que justement, on voyageait, on profitait. À partir de ce moment-là, j'étais en mode, voilà, il faut épargner, il faut rentrer dans des projets. Donc, j'ai commencé à me former sur l'immobilier, des choses comme ça, me remettre à fond dans le sport ou des choses comme ça. Parce que du coup, pendant la grossesse, moi, j'ai un souci, c'est que je fais des couvades à chaque grossesse. Donc, j'avais pris 15 kilos. Donc, quand il est venu, je me suis remis au taquet dans le sport parce que je voulais être Et ça prend du temps de faire du sport. T'as eu quand même un switch de dire, je vais être pas le père parfait, mais pas le père parfait, mais l'homme parfait. En tout cas, pour donner un exemple. Pour donner un exemple, ouais. Je pense qu'on se met beaucoup de pression en tant qu'homme parce que du coup, on le sait, finalement, on a beau dire quelque chose à un enfant, ils vont quand même faire ce qu'ils voient qu'on fait. Donc, on a envie de leur montrer le bon exemple. En tout cas, moi, c'était clairement le cas. Du coup, on est aussi l'homme de la maison, donc il faut sécuriser les choses financièrement et autres, quoi. Et du coup, toi, tu étais dans quelle optique de ton rôle de maman? Moi, j'étais vraiment dévouée. C'était, je devenais enfin maman. J'étais trop contente de recevoir de recevoir ce cadeau de la vie et de devenir maman, et je savais que ma vie allait un peu changer, mais je pensais pas à ce point-là, franchement. Mais voilà, moi les premiers mois, je devais être concentrée sur mon bébé et profiter en fait de ce bébé. Donc toi t'avais plutôt un focus bébé. Ouais. En tout cas, peut-être toi, t'étais plus entre parenthèses, ou t'avais moins de projets pour toi de te remettre au sport. Et complètement. Et ça, c'est important pour la suite, c'est que c'était vraiment le côté maman, maison, et je pense pas même pas sport. J'ai eu un gros souci d'ailleurs avec ça, dans le sens où j'ai pas réussi à perdre. Non, mais justement, tu n'avais pas de projet plus perso. C'était vraiment que je vivais que pour mon enfant, pour le coup, et c'est l'erreur que je n'ai pas faite pour le deuxième. Donc très opposé entre vous deux en fait. Comme Aileen disait, le premier mois, donc quand j'étais en congé, j'étais à fond. À fond. Donc quand le bébé est né. Quand le bébé est né, on avait 2 semaines de congé à l'époque. Ouais. Avant que ça passe à 1 mois. Je crois que ça venait de passer à 2 semaines, parce qu'avant, je crois que c'était 1 semaine. Mais bon, on avait 2 semaines de congé, je crois que j'avais pris 2 semaines en plus, et du coup, le premier mois, j'étais là, on était à fond, j'étais à fond à donner les bains, parce que du coup, c'était le seul moment que j'avais de connecter, donc on s'était dit, parce que j'allaitais. Je donne les bains, et vu qu'elle allait, et vraiment au taquet, et puis c'est vrai que le retour au boulot, du coup, je pense qu'il y a eu deux choses, c'est que, du coup, retour au boulot, énormément de travail, hors de la maison.
Parce que du coup, c'était avant le Covid, donc j'étais pas encore en télétravail complet. Oui, vous habitiez en région parisienne. On habitait en région parisienne. Donc, de mon côté, c'était ça. Côté Aileen, du coup, elle se retrouve toute seule avec le bébé. À la maison, du coup, 24 heures sur 24. Ouais, voilà. Non, et puis je pense que aussi il y avait une forme de soulagement pour toi de reprendre le travail, parce que Guinel, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est quelqu'un de très mondain. Il vit aussi pour en dehors du foyer. En dehors du foyer, non, mais il a besoin en fait de ce contact avec les gens. Il a besoin d'interagir. Aujourd'hui encore, enfin, c'est quelqu'un qui est très mondain et qui vit pour ça. Enfin, pas que pour ça, mais c'est hyper important pour ton équilibre. Ouais, clairement. Et il est très carriériste aussi. Donc même avant d'avoir tous ces projets, de toute façon, les projets boulot, c'était quelque chose. Ça fait partie de son équilibre de vie. De toute façon, c'est important pour toi. C'est ce que tu as ressenti d'être justement content de reprendre le travail? Bah, du coup, c'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Je l'ai pas ressenti comme étant content, mais c'est vrai que peut-être qu'on s'en rend pas compte. Et je pense que c'est ça le truc, parce que du coup, vraiment, le mois de congé parental, de congé paternité, à passer avec le bébé, c'était juste du kiff. J'étais pas en mode ça va finir, je vais pouvoir reprendre ma vie. Mais c'est vrai que quand j'ai repris ma vie active, bah du coup, on est vite repris dans le rythme en fait, entre justement le boulot, le sport, parce que toujours cet objectif et tous ces à côté, bah du coup on se perd rapidement. Et je pense que si j'ai un conseil à dire, c'est justement ça, c'est en discuter, parce que du coup c'est Aileen qui m'a fait réaliser, on a eu justement ce baby clash et j'ai réalisé que j'étais peut-être un petit peu trop égoïste pour vous. Et c'est marrant parce qu'on est égoïste parce qu'on veut. On veut justement être un bon exemple. Et c'est le problème. Et au final, on se déconnecte de l'essentiel qui est de la réalité, d'être présent. Ouais, voilà, c'est ça. T'étais un peu trop dans le futur. C'est ça. Pour les projets et moins sur la vie. Et puis moi, j'étais là avec le bébé et puis nous, on était là. Et puis lui, il allait faire son sport. Puis je me suis dit, mais après une journée où tu rentres le soir, 18h, 19h, pour moi, l'envie, c'est de passer du temps avec sa femme et son bébé, surtout son bébé. Et en fait, lui, il avait envie de faire sa petite séance de sport et machin. Et puis j'étais là avec le petit et je me suis dit, mais j'ai envie de souffler parce que j'ai envie de me doucher. Voilà. Et ça, je pense qu'on se rend pas assez compte. Et peut-être il y a aussi d'autres mamans qui s'organisent complètement autrement. Mais moi, en tout cas, c'était mon histoire. C'était que, en fin de journée, j'avais qu'une envie, c'était de sortir seule et aller me doucher, quoi. Et manger convenablement sans avoir un bébé sur moi. Et c'est là qu'on voit qu'on peut vite diverger en fait dans l'approche, parce que c'est vrai que sa perception de ça, c'est elle passe la journée avec l'enfant non-stop et il se décolle pas et du coup c'est hyper épuisant. Ma perception, c'est du coup je suis au boulot, je taffe comme un cochon et du coup je suis claqué quand j'arrive à la maison, et du coup quand j'arrive à la maison, elle a envie d'avoir son temps à elle et moi je suis claqué. Donc du coup c'est vrai que ça peut vite justement amener à des divergences. Et ça avait été un peu mis d'accord que toi tu sois plutôt consacré à ce moment-là sur justement l'externe, rapporter de l'argent, etc. et que toi sur l'interne et t'occuper de la famille. Enfin, ça avait été un truc aussi, un deal entre vous. Je pense pas que c'était une discussion. Je pense que c'était juste, en tout cas à l'époque, la chose la plus naturelle en fait à faire. Je voyais pas comment ça pouvait être autrement. Moi j'étais blogueuse, instagrammeuse, je faisais pas grand chose d'autre. Enfin, j'avais quelques missions aussi en marketing digital, mais pas suffisamment pour porter la famille. Je savais que j'avais un mari très carriériste qui, lui, se nourrissait du travail pour se sentir bien. Et donc, forcément, financièrement, ça suivait plus. Pour moi, en fait, même avec la bonne volonté du monde, je voyais pas d'autres options. Et puis mon bébé, il était trop petit pour que je le laisse en fait. Non, bien sûr. En tout cas, moi, c'était mon ressenti pour le premier. Pour le deuxième, c'est une autre affaire. Mais c'était pas mon point de me dire je ramène les sous et la femme est au foyer. Bien au contraire, moi, justement, j'aime qu'on. Ah oui, je l'ai pas précisé. J'aime quand justement on est au taquet tous les deux. Et c'est aussi pour ça qu'on sait plus au début. Je te coupe parce que j'ai quelque chose que j'ai pas dit, mais moi j'ai fait aussi des longues études et j'étais très très ambitieuse, même. Quand on s'est rencontrés, je pense que j'étais même encore plus ambitieuse que toi sur certains projets pro. Guinel, c'est quelqu'un qui acceptera jamais, qui sera jamais d'accord. Il acceptera, mais pour lui, ça lui plaira pas, que je sois une femme qui reste à la maison et qui n'a pas de projet.
Toi, ce qui te plaît aussi, c'est que j'ai mes projets pro, peu importe, mais du moment que ça m'anime, que j'ai des choses à faire et que voilà, que ça a du sens. Lui, il a besoin de ça. Et justement, les clashs qu'on a pu avoir après, c'est parce que moi, j'avais plus de projets forcément pro qui m'animaient. Donc c'était pas un deal entre vous qu'il y a une répartition des rôles qui peut avoir lieu dans certaines familles et non pas du tout. C'était juste la logique, continuité de la situation qu'on avait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc le bébé naît, donc l'accouchement se passe bien. De ce que je comprends, le premier mois aussi, vous avez pas du tout de clash de qui se lève la nuit ou autre le premier mois. C'était bien, on était très alignés en fait. C'était défini. Moi, je faisais les douches, les bains. Elle allaitait. Petit souci de mise en place d'allaitement, je suis allée voir plusieurs. Ah oui, c'est vrai. Conseiller en lactation et compagnie. Il y en a une qui m'a dit qu'il fallait que je mette vraiment à califourchon sur ma cuisse, debout comme ça, parce que déjà pour la digestion c'est super chouette, mais en fait sinon il s'endormait systématiquement. Et en fait du coup j'étais obligée de me lever. Et lui, il se levait avec moi pour me caler les coussins et pour m'apporter des litres d'eau parce que ça donne très, très parce que dès qu'il allait au sein, bam, elle avait soif. Et il voyait mes yeux en mode j'ai soif et il m'apportait. Et c'est vrai que ça emmène plein de sujets parce que c'est vrai que ce mois de congé, du coup, on subit moins le manque de sommeil parce qu'on va dormir avec bébé. Enfin, moi, mon plus gros kiff, c'était faire des siestes avec le bébé sur moi et dormir tous les deux sur le canapé ou dans le lit. Mais c'est vrai que du coup, à partir du moment où je reprends le boulot, du coup, je peux pas récupérer mon sommeil. Et là, ça devient un sujet. Moi, quand je le voyais dormir sans se réveiller, parce que lui, pour le coup, il se réveille pas. De son côté, ça ne... Il y a pas de bruit. Non, après, j'ai le sommeil très lourd. C'est un coup, après, moi, je me réveillais toute seule. Je pouvais faire le bruit que je voulais. Il ne bougeait pas. Guinette, je parle. Pas le bébé. Pas le bébé, malheureusement. Et en fait, j'étais crevée. J'ai été crevée. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais besoin d'avoir un truc pour moi. Donc, je m'étais téléchargé plein de séries à l'époque. Tous les Grey's Anatomy que j'avais vu plein de fois, et en fait, il se rendormait pas. Des fois, il restait 1 heure au sein. Donc, du coup, en fait, je me mettais ma petite série et j'allaitais en même temps et lui, il dormait. Mais quand c'est 5-6 fois dans la nuit, mais j'étais épuisée. Et puis enfin, c'est pas une fois ou deux, c'est tout le temps depuis des semaines, des mois. Et en fait, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais je le regardais et je me dis, mais qu'est-ce que je rêverais d'être à sa place, de dormir et de le matin partir et d'avoir la vie, quoi, de vivre juste. J'avais plus du tout cette impression-là. C'est horrible à dire, parce que c'est mon fils et je l'aime d'amour, évidemment, mais c'était trop dur. C'était vraiment dur. Et là, pendant ces nuits où t'es toute seule, où toi tu parles le matin, qu'est-ce que vous ressentez? Vous sentez, il y a du ressentiment qui commence à arriver, il y a de la distance? Pas encore. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a eu, c'est pas sur ce genre de choses qu'il y avait du ressentiment. Je pense que ça se cumule en fait. C'est un sujet, ça. Je me souviens très bien, c'est quand tu claquais la porte pour partir. Ça arrivait à l'enfant? Non, pas du tout. J'avais une sensation de mal-être, mais absolue. De me retrouver seule, ça y est, j'ai pas d'autre alternative, j'ai pas de solution. En plus, je paniquais dès que le petit pleurait, ça pleurait longtemps, je savais plus quoi faire. Pourtant, t'avais des trucs nocturnes aussi, là. J'avais des terreurs nocturnes. Quand il revenait, dès que le soleil se couchait, c'était même pas le bébé qui avait des terreurs nocturnes, c'était moi. J'avais des angoisses où j'allais me cacher sous la couette et je dis, s'il te plaît, prends-le. Et lui, il me disait, bon, tu sais ce que tu vas faire, prends 30 minutes, va marcher toute seule dehors, prends 30 minutes, va dans la salle de bain, je mettais la musique à fond, je me lavais les cheveux. Ouais, ça c'était cool. Ça c'était cool de temps en temps, Hein? C'est bien ça. Ouais. Non, ça faisait du bien. Bon c'est vrai que Non, il y avait quand même quelques bons points, mais j'avais besoin en fait. Et je pense que tu me l'as dit quelques fois, mais je pense que des fois je te disais que j'en avais besoin aussi. Mais ce qui moi m'a un peu saoulée à l'époque, c'était le fait qu'il soit pas assez proactif avec le bébé. Ouais, ça c'est vrai. J'avais besoin dès qu'il arrive, qu'il se lave les mains, qu'il aille 5 minutes aux toilettes s'il voulait, mais après de reprendre le bébé et de me dire vas-y, fais ce que tu veux, je m'en occupe, on va aller dans le jardin, je vais le prendre, on va aller faire une balade. Et ça, il y avait pas. Et moi, j'avais besoin de ça. Et je me souviens que même plus tard, ma mère habitait en région parisienne, dans l'Essonne. Nous, on habitait à Issy-les-Moulineaux à l'époque. Et elle prenait le train pour venir, donc déjà 1 heure de train pour venir, de RER. Et en fait, elle venait et elle me disait, je vais le balader pendant 45 minutes.
fais ce que tu veux pendant 45 minutes. Pendant minimum 45 minutes. Ça peut durer plus longtemps, mais dis-toi que t'as 45 minutes. Ma mère me disait ça à chaque fois. Je m'en rappellerai toute ma vie. Franchement, ce bonheur de se dire qu'on a 45 minutes où on est sûr que le bébé déjà... Pendant que j'étais au travail, hein, j'étais pas là. Oui, je précise quand même. Elle venait la semaine parce que c'était sa première année où elle était retraitée. Donc ça aussi, hein, nos grands-parents qui sont retraités, c'est cool. Et en fait, juste, elle allait faire un grand tour avec lui en poussette. Et ce qu'on savait avec ce premier bébé, c'était pas le cas avec le deuxième, il adorait être dehors en poussette. Donc je savais qu'il allait pas avoir de crise, qu'elle allait pas rentrer en panique parce que bébé pleure, etc. C'est dur aussi pour les grands-parents de s'occuper d'un tout petit bébé. Il y en a pour qui c'est hyper naturel, mais pour d'autres, c'est compliqué. Il y a des tout petits bébés comme ça, ils ont besoin aussi de leurs parents. Et moi, j'étais dans ce focus-là. Même quand j'avais ma rééducation pendant 1 heure, les premières fois, j'y allais avec mon bébé sur moi. Mais moi, je trouve que c'est horrible, en fait. T'avais pas de relais, quoi. Non, j'avais pas de relais et les femmes... T'avais pas de relais, mais t'étais pas aussi à l'aise à laisser ton enfant à n'importe qui à l'époque aussi. Il y a vraiment ce sujet, c'est qu'elle était très, très mère poule sur certains sujets. Plus, et en même temps, je me suis dit, il y a personne d'autre que moi qui peut le comprendre, qui peut le gérer, qui peut gérer, c'est ça. Hormis moi. J'avais confiance presque en personne à part les balades ou machin. C'est lui qui me disait, allez, vas-y, pars et tout. Mais au début, moi, j'avais le bébé et les sages-femmes, moi, j'y pense aujourd'hui, ça me fait halluciner. Les sages-femmes, pour elles, en rééducation des mamans après l'accouchement, c'était complètement normal que les mamans aient leur bébé sur elles pendant leur rééducation quand même. Donc chez le gynéco, enfin en position gynéco, et t'as ton bébé. Oui. Et puis pendant longtemps en fait, l'éducation, c'est pendant elle reste à l'intérieur pendant un petit moment. Et il y a le bébé sur nous quand même. Quand est-ce que du coup le baby clash, le point culminant arrive? Quand est-ce que ça pète vraiment? Alors le déclic où je me suis dit là c'est pas possible. J'étais un peu fatiguée d'être toute seule à la maison tout le temps. Arrête de rigoler. D'être à la maison toute seule avec le bébé. J'avais besoin de relais et je me suis dit que de toute façon, ça serait cool aussi parce qu'on avait un bébé très curieux qu'il soit avec un autre ou 2 autres enfants. Et donc j'étais partie pour chercher une assistante maternelle. Et donc je lui ai dit on va chercher et tout machin. Il était d'accord, bien sûr et tout. Peut-être pas un gros contrat au début, bon bref. Et en fait on est ok là-dessus, on en discute. Et en fait, je lui dis, je vais caler des rendez-vous, etc. Et donc, je discute avec 2 et on prend rendez-vous pour une journée. Je crois que c'était un samedi en plus. D'entretien, quoi. D'entretien, pour qu'elle rencontre le bébé, qu'on voit la maison, qu'on fasse connaissance pour voir, parce que pour choisir une nounou, c'est quand même bien d'avoir, le parcours de la nounou. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir le feeling avec la personne, de savoir si elle est assez solide pour se dire, si l'enfant pleure, est-ce qu'elle est solide mentalement pour se dire, je vais pas appeler les parents ou je vais pas lui faire de mal. Et ça, c'était des choses pour moi qui étaient essentielles de savoir. Et en allant chez elle, c'est comme ça qu'on le voit. Et donc, je lui dis, j'ai pris samedi, comme ça, tu peux venir, etc. Et là, c'est là où vraiment ça a dégénéré. Mais dégénéré, il me dit, je ne peux pas, j'ai une compète de golf. Toute la journée. Et là, j'ai vrillé. Quand je te dis j'ai vrillé, je lui ai dit, mais à quel moment ta fucking compète de golf passe avant la première nounou de notre fils sur lequel on s'est calé, on était OK. Et ça a été c'est marrant parce que on en parlera peut-être après, mais dans mon livre en fait j'ai repris cet exemple-là parce qu'il était quand même fort. C'était pas pour le golf, mais là le personnage allait au foot. Et en fait j'ai voulu remettre cette anecdote dans mon livre parce que c'est déclic. Ah mais c'est là où ça a vrillé. J'ai eu un déclic où je me suis dit non en fait si tu voulais pas d'enfant en fait fallait pas en faire quoi. Là c'est pas possible d'être aussi auto-centré. Ton enfant il est petit, il a 5-6 mois à l'époque, il avait même pas. Et c'est ce qui est fou côté papa finalement, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte et on se perd parce que du coup, typiquement moi mes enfants préparer des choses avec eux, les amener à leurs événements, les aider à faire accomplir des choses, c'est quelque chose qui me fait kiffer au plus haut point maintenant. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je sais pas si c'est le côté premier enfant, pression, qui fait qu'on devient très égoïste finalement et compagnie. Mais ouais, en reparlant, tu dis oui, ça n'a aucun sens. Toi, t'avais aucune notion de dire je fais mal. Non, moi je me disais, c'est juste pour les sélectionner, voilà. Mais en fait, et ça revient au fait de proactivité aussi, parce que du coup, je pense qu'il y a un sujet de, elle gère déjà tellement tout qu'au final on se dit en fait ça elle l'a géré en fait. Oui, c'est vrai. Il m'a dit, tu peux gérer toute seule toi.
Ouais. Et Si t'es d'accord, moi aussi je serais d'accord. Et en fait, ça m'a et encore oui, et plus c'est ça énervée. Parce qu'en fait, toi, Guinel, tu faisais confiance à 100% Oui. à Aileen. Ah, mais et puis je le sais Et c'était limite une preuve, pas d'amour, mais de dire, en fait, je te fais confiance, donc t'y vas. Oui, non, mais c'est ça, c'est que exactement je comme sais ça qu'elle qu'il l'a était reçu. au taquet sur tout, on était au taquet sur tout au tout début ensemble, on était alignés sur plein de choses. Ensuite, on discutait beaucoup de ces choses-là, mais c'est vrai que du coup, dans la pratique, je me dis, ouais, bon, elle peut gérer ça, et puis, Ouais. et puis je vais Et au là, golf. ça a vrillé. Et puis en fait, après, on s'entendait de moins en moins. Je le supportais plus. Ouais, là, je Mais crois que ça concrètement, ça a commençait été à... un peu, il y a eu un vrai clash à ce moment-là? Ouais, alors clash, Ou tu on gardes plutôt pour toi? Non, je lui dis les choses. Oui, oui, là, Je on t'ai en toujours a dit les parlé, ouais, ouais. choses. Et en fait, je crois que j'étais arrivée à un point où je ne voulais plus faire d'efforts. Donc je lui ai parlé. Je lui disais les choses. Et en fait, vous savez, des fois, on a des clashs où, en fonction du mood où on est, des fois, on est dans un mood, soit on s'entend très bien avec son partenaire, soit on s'entend pas. Et il va se passer une action. Si on est de bonne humeur, on va dire, je sais pas, il a laissé une poêle traîner. Si on est de bonne humeur, c'est pas grave, mon chat, t'inquiète, je le fais pour toi. Si on est de mauvaise humeur, C'est ça qui rajoute voilà. à tout le reste. Voilà, c'est ça. Et en fait, la poêle, en fait, t'as envie de lui balancer la tête, quoi. Et en fait, là, c'était petit chat, quand même, pas mon amour. Et en fait, c'est là où le moindre truc, ça partait en. Ouais. Je ne pouvais plus. Franchement, je ne pouvais plus le supporter. Par contre, jamais une seule fois, je me suis dit, et encore jusqu'à aujourd'hui, jamais je me suis dit, on va se séparer. Jamais. C'était pas envisageable. Pas par rapport aux autres, la société, par rapport à mon fils. C'est juste que c'est l'amour de ma vie et je ne me sépare pas de lui. Et surtout, moi, et on communiquait beaucoup. Et en fait, le fait de réussir à communiquer sur ce moment très difficile, c'est ça qui nous a, parce que je me rappelle très bien au début, il y a ça montait, on se clashait de plus en plus sur ce sujet-là. Et à un moment, je me rappelle, un soir, on s'est posé, il dormait, on s'est posé, et on a commencé à vraiment essayer de discuter de la chose. La marraine de mon fils, qui est une de mes meilleures amies, m'a dit, en fait, il aura besoin de quelque chose de concret. Parce que la communication, ça va bien, mais en fait, pour lui, ça y est, t'absorbais moins. T'avais besoin d'une autre façon, sur la forme, t'avais besoin d'autres choses. Et elle m'a dit, connaissant Guinel, écrivez tout ce que vous ressentez par écrit. Faites-vous un petit truc à vous, mettez tout par écrit. Et limite, vous le signez à la fin. Et en fait, j'ai commencé à creuser cette idée. J'ai dit, mais cette idée, elle est géniale. Moi, j'adore. Et je sais que Guinel, il sera réceptif à ça. Donc, je me suis dit, je vais l'appeler le contrat de parentalité. C'est un petit contrat informel qu'on crée ensemble. On prend une feuille de papier. L'enfant, il était couché, je me rappelle. Il était 20h, 21h. J'ai pris une feuille de papier, un stylo. Je dis, écoute, on va se mettre tous les trucs en plusieurs parties. Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée des différentes parties pour le structurer, je pense. Ou je sais plus. Mais bon. Mais l'idée, c'était vraiment de. Toi, ça te plaisait, en tout cas, t'étais réceptif. Moi, ça me plaisait parce que moi, j'aime quand c'est carré, quand c'est structuré et compagnie. Et du coup, moi, ça tout de suite, ça a fait tilt parce que du coup, on se disait quels sont les moments pour elle, quels sont les moments pour moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant, qu'est-ce qu'on fait en couple. En fait, ça permettait vraiment de. En fait, on a fait un paragraphe chacun. Et en fait, là. Sur les sujets, on disait le sommeil, qui se lève à quand, des choses comme ça, des choses qu'on n'avait pas anticipées et qui devenaient des gros sujets. Du coup, voilà, tout poser en fait, ce qui allait pas et trouver finalement une répartition, des solutions. Mais même pour moi, c'était hyper agréable parce que toi, tu t'es dit, moi, j'ai besoin de mon sport. Moi, j'ai besoin d'aller. Et elle galérait à trouver ce qu'elle voulait pour elle. Mode, qu'est-ce que je veux pour moi ? Et du coup, ça l'a fait travailler. Ah oui, tu savais même pas. C'est ça. En fait, j'étais en mode, mais alors maintenant que je peux penser à moi, c'est comme si, je sais pas, c'est Noël et que on pense aux cadeaux pour les enfants et tout, et quelqu'un te dit et que t'as même pas vu le truc venir, on te dit, et toi, tu veux quoi comme cadeau pour Noël ? Ah, pour moi. Et en fait, là, c'était un peu ça. Ah, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Ah, là, j'avoue que j'aimerais bien 15 minutes de sport, de machin. J'aimerais bien faire une fois. Je me rappelle, j'étais allée au cinéma toute seule. Ouais. Toute seule, je suis allée au cinéma. J'ai laissé le petit. Et je pense pas que le film était exceptionnel sur le fond. Ce moment solo. Je l'ai adoré. Je l'ai re-regardé encore plusieurs fois plus tard. Parce que en fait, ce côté en plus au cinéma, tu ne penses plus à rien. Je suis toute seule, j'ai personne, je suis focus sur le truc, je sors de là, je suis en mode mais ça fait du bien. Et en fait, on s'est mis des trucs comme ça, même tous les deux, on s'est dit on va se faire un déjeuner tous les deux
sans enfant, alors au début c'était tranquille, hein, c'était toutes les 2 semaines. Oui. Et après, oui, des choses à faire ensemble, des choses où lui il fait juste avec le petit, et moi juste avec le petit aussi. Et en fait, voilà, on l'a signé, on a dit qu'on s'engageait chacun à le faire pour le bien de notre famille, le bien de notre couple. Et moi, je suis très développement personnel, donc j'ai des routines le matin, donc je me le relisais les matins. Je crois qu'on l'a tout gardé ça en fait. Mais concrètement, vous avez mis plusieurs jours à le faire? Comment ça s'est passé? Non, c'était tout d'un coup. On a on a tout écrit tout de suite, on avait besoin. Je pense que il y a eu deux, trois itérations à un moment, mais c'est vrai que la première version, on l'a fait ensemble. Ensemble sur une feuille de papier. Et c'était dur comme discussion? Pas du tout. Au contraire, c'était pour moi. En fait, c'était une solution. C'était un soulagement. Non, mais est-ce que chacun tirait un peu la couverture vers lui en mode, non, vous étiez plus en mode concession? Non, parce qu'on avait déjà exposé le problème, donc on avait identifié les problématiques. C'était un soulagement pour nous de se dire que ça y est, on peut. On arrive à équilibrer en fait. Ça permet de trouver un équilibre. Chacun s'écoute en fait. On était heureux de se dire, on a nos moments à nous et l'autre aussi peut l'avoir. Donc en fait, tout le monde est content. Là, on était en mode, ça y est, je suis écoutée et je serai respectée pour ce que j'ai envie de faire. Et là, vous parlez des moments, mais est-ce que c'était aussi sur les tâches qu'il y avait à faire, je sais pas, les rendez-vous médicaux, les ménages, les levées? Pas rendez-vous médicaux forcément, mais sur la partie justement se réveiller, des choses comme ça. Je crois qu'on avait mis ce genre de choses quand même. Les activités. C'est toujours moi qui me suis occupée des rendez-vous médicaux, du linge, des trucs comme ça. Et en fait, ça a jamais été un souci. Après, moi, je suis très maniaque aussi du ménage. Donc, finalement, sur la partie ménage... Oui, ça, c'était moins un sujet. C'était vraiment sur le temps pour vous, en fait. Ça, c'était pas un sujet parce que je pense qu'après, chacun... Il y a la pression de la société, mais chacun fonctionne comme il veut. Bien en fait, sûr. Si ça fonctionne avec tout le monde, ça fonctionne. Enfin, moi, je suis bien contente, là encore ce matin. Moi, je reste au lit jusqu'à 7h30. Les enfants se réveillent à 6h10 ce matin. Le matin, c'est bien hier. Et je n'ai jamais de remarques en mode, c'est bon, tu peux sortir du lit maintenant. Jamais. Comme le soir, s'il a encore un petit peu des trucs à faire ou il redescend de sa journée, je gère les douches, je gère le repas et de préparer le repas. Enfin, en fait, tout est normal, tout est naturel. Si ça commence à gêner l'autre, on en discute. Mais et à l'époque, c'était ça aussi en fait. Je pense que c'était juste s'il y a un truc qui me saoulait, je te le disais. Je dis, non, là par contre ça me gave un peu. Si tu veux prendre le relais dessus, ok, je prends le relais et voilà. Donc à partir du moment où vous avez posé les choses par écrit, donc toi tu dis tu relisais tous les matins, vous en reparliez après ou c'était quelque chose de figé et... On en reparlait parce que du coup justement je ramenais ma touche développement personnel et c'est d'où l'idée de se le relire pour se l'ancrer et tout avoir en tête. Et puis c'est vrai qu'on a fait 2 ou 3 itérations, je pense. Je sais plus à quel rythme on s'était dit. On adapte des choses. Comme un business plan quoi, qu'on ajuste en fonction de la réalité des choses. Et puis même réaliser est-ce qu'on le faisait parce que typiquement comme on disait, Aline, quand il fallait qu'elle définisse ses moments à elle a galéré. Donc du coup se dire ok, est-ce qu'elle les fait vraiment au final? Ça c'est bien beau de le mettre sur le papier. Donc finalement les tâches, les choses qui correspondent au bébé, ok, on va les faire. Parce que là, si on les fait pas, c'est un gamin qui grandit pas. Mais justement, les points pour elle, c'était aussi un process pour elle de se dire, ok, il faut que je me bloque aussi ces temps-là et que je le fais, que je m'y tienne, quoi. Et puis après, on va pas se cacher, les enfants grandissent un peu. C'est quelque chose que je vois quand même beaucoup dans mon entourage proche ou lointain avec Instagram, mais les papas, la plupart, parce qu'il y en a qui sont hyper investis dès le début, c'est le rôle de leur vie. Enfin, je pense déjà à mon frère qui est à fond sur ses gosses, priorité ses gosses, il veut tout le temps être avec ses gosses et c'est très bien, mais enfin c'est très bien l'un ou l'autre en fait. Du moment que tout le monde se sent bien, c'est ça le principal. Mais voilà, j'ai perdu. Mais j'imagine que tu allais dire que les papas, ils ont besoin que l'enfant commence à avoir des interactions pour pouvoir vraiment connecter. Mais en fait, quand les enfants grandissent un peu, qu'il y a des interactions, qu'ils peuvent jouer avec, l'enfant commence à... Mais là, il y a un switch complet. Mais là, il y a un switch complet. Les papas, ils ont besoin d'interactions concrètes et pas juste avec un petit bébé. Non, là, je généralise. Pas tous les papas. Mais... Pas tous les papas, mais je pense qu'il y a aussi... En tout cas, toi, c'était ton cas. Moi, c'était mon cas et je pense qu'il y a le fait aussi que la maman, elle porte le gamin pendant 9 mois. Donc, il y a une connexion qui est dingue. Oui. Et quand il sort, justement, c'est aussi pour ça que sur ces premiers mois, on s'était dit, je fais les douches, qu'on a une connexion, qu'on a un moment où il y a juste moi. Même de peau à peau et de... Voilà, exactement. Et les siestes, c'était la même chose. Les siestes, je faisais que du peau à peau. J'adorais ça. Et, pendant les 3 premiers mois, j'ai pas baigné une seule fois mon fils. Comme lui, pendant les 3 premiers mois, il a pas donné
Si, peut-être de biberon. Après, on petit était biberon, mais full c'était après. allaitement, mais, Oui, après, j'ai ouais. tiré mon lait, etc. Mais en fait, pour nous, c'était un choix, et ça nous allait très bien. Chacun avait son petit moment avec l'enfant. On n'avait pas encore le privilège de faire l'autre, mais ça allait venir. Donc, c'était top sur ça. Mais tu le disais tout à l'heure quand tu parlais de des rendez-vous avec l'assistante maternelle, t'as dit c'est fou parce que maintenant, justement, de les conduire à des activités où je suis hyper investie. Et c'est vrai que c'est pas une généralité, mais souvent on voit que il y a un côté interaction, et ça peut être aussi des femmes, hein, mais interaction avec l'enfant qui est complètement différent, et on se rend peut-être plus compte quand il parle, quand il bouge, etc., qu'il a besoin de nous, que quand c'est un tout petit bébé. Exactement. Par contre, pour le deuxième, ça n'a pas du tout été le cas. T'as été au taquet. Alors, comment ça s'est passé après, ouais, justement? Alors, on a attendu longtemps. Alors, on s'est toujours dit, oui, on sait pas si on va faire un deuxième. Au fond, Bon, à la base, on voulait pas. Ouais. Ils ont 4 ans, ils ont 4 ans d'écart. Un peu plus de 4 ans. Il arrive au moment où Andrea, notre premier, nous dit qu'il a envie d'un petit frère. Enfin, ça a été alors, du coup, il y a eu quelques années qui sont passées. Et puis, on s'est rendu compte qu'il voulait plus être tout seul. Ouais. Donc, il était plus grand, et puis, on parlait, enfin, pour le coup, il était en maternelle, ça se passait très bien, il parlait bien. Quand à partir de 2 ans, il y a eu un switch, cet enfant. Déjà, il a fait ses nuits qu'à 8 mois, donc, mais vraiment, il est passé de nuit pourrie à nuit de 11 heures. Donc, on en revient au dodo, en fait. Et au manque de sommeil ou pas. Parce que du coup, c'est vrai que la première année, il a pas fait son sommeil. Il y a un credo, tu m'avais dit, qui dit don't split until you sleep. C'est ça? Ça, c'est pas moi qui te l'ai dit. Il y a quelque chose qui dit ne vous séparez pas avant de dormir. Ouais. Et ça a pas que j'entends, mais c'est exactement. Mais je pense que de toute façon, il faut pas se séparer. Déjà, la première année, enfin, c'est pas possible. Si tu aimes la personne et que t'as envie, pas représentatif de ta vie avec la personne et avec l'enfant. Vous aviez peur que ça recommence avec l'arrivée du deuxième? Non, on était trop sûrs là pour le coup. En fait, on s'était dit, c'était quoi, septembre 2022. On s'est dit, allez, go pour le deuxième, sachant que j'avais accouché du premier en avril 2019. Et on s'est dit, ok, go pour le deuxième. Je suis tombée vraiment enceinte juste après, dans la foulée. Complètement différent. Le premier mois, on disait même, mais est-ce qu'on n'en ferait pas un troisième finalement? Direct. Oui, parce qu'il dormait le premier mois. Non, mais vous avez pas eu le deuxième. Non, pas du tout. On n'a pas reproduit les schémas du premier, par exemple, ce côté très Montessori, parce qu'on n'en a pas reparlé, mais moi, j'étais très Montessori, on s'est mis des bâtons dans les roues avec certaines choses. À un moment, le gamin, il dormait plutôt bien, donc le premier. J'étais parti dans un délire de lit au sol, parce que ça lui donne plus de mobilité et compagnie. Et on a fait ça, ça a déréglé son sommeil, et du coup, on revient à, là, on fait plus nos nuits, donc forcément, ça impacte aussi la relation et les clashs. Donc, c'est vrai que sur le deuxième, on avait beaucoup plus de recul. Vous étiez moins mis la pression. On s'est moins mis la pression. Pour vous dire, la méthode Montessori, comment parfois ça met... il y a des choses qui sont très bien, mais juste des trucs à prendre et des trucs à acheter. Au bout d'un tu moment, m'avais dit, ça m'avait vachement choqué, que tu mettais jamais ton enfant par terre ou sur un transat, c'est ça? Le premier, on n'avait pas acheté de transat parce que on disait que c'était pas bon pour sa motricité et compagnie. Pour ça. Tu l'as jamais, quoi. Mais horrible. Non, mais de toute façon, même sur le tapis, si j'allais prendre une douche, c'était pas possible. Et c'est un vrai sujet, c'est que du coup, sur le premier, quand on disait que j'arrivais du taf fatigué et que elle me le donnait parce qu'elle n'en pouvait plus, elle pouvait pas se doucher à cause de ce genre de choses. Je le portais en écharpe toute la journée. Elle pouvait pas aller le poser dans un transat et faire sa douche, typiquement. Et ça, c'est un vrai sur le deuxième, mais le deuxième, direct, j'ai acheté le transat, je le mettais. J'ai dit, je le prends pour aller dans la douche. Et c'était le spectacle. Et puis, c'était très bien, en fait. Il était là, il jouait, il me regardait, il était dans son truc. Et je prenais ma douche tranquille. Et donc, je me dis, mais tu te rends compte, ça, j'ai jamais pu faire ça avec le premier, quoi. Donc ça, c'était un premier point. Donc, vous êtes moins mis la pression, et tous les deux. Et entre vous, vous aviez conservé ce contrat de parentalité. Ou alors que c'était même... refait, je pense que c'était ancré, en fait. C'était ancré, C'était ancré, et comme je disais, on avait changé. Moi, j'avais changé énormément. Comme je disais, Andrea, il avait déjà 3 ans, et puis, donc, du coup, j'avais une autre dimension en termes de papa. J'avais moins de problèmes de sommeil parce que je me faisais moins de... Là, pour l'instant, je savais que je vivais au rythme du bébé. Donc, en fait, quand le bébé, je savais qu'il allait faire la sieste le matin, au début de matinée, parce qu'il se réveillait trop tôt, enfin, en milieu de matinée, et je me suis dit, j'y vais avec lui. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tant pis. Le petit, il était à l'école, le grand, il était à l'école, donc de toute façon, il n'avait pas besoin de moi. Son papa l'emmenait le matin parce que moi, j'étais crevée. Et en fait, je faisais des siestes de 3 heures avec lui. Et c'était comme ça, en fait, et c'était très bien.
Après, il y avait un truc, c'était que pour le soir, il acceptait pas d'être couché par une autre personne que moi, à savoir oui, du coup pas son papa. Et lui, il a pris le problème, la chose que j'aurais voulu qu'il fasse pour le premier. Il a dit, je le prends, sors. Il va pleurer. S'il doit pleurer 1 heure, il pleurera 1 heure dans mes bras. Oui, c'est vrai. Et pendant 45 minutes, pendant 1 semaine, il pleurait 45 minutes avec son père. Et c'est son père qui s'occupait des couchers. Et en fait, après cette première semaine, il pleurait même plus. Oui, après, du coup, je le posais en 2 secondes. En 2 secondes, Il alors dormait. que moi, Avec sa mère, ça devenait le laver. C'est vrai. Et c'est là où, parfois, les papas, on oublie trop. Chacun a ses qualités, en fait, par rapport au bébé. Et faut vraiment optimiser toutes les capacités. C'est vrai que du coup, les gamins réagissent différemment avec leur mère. Le papa, en fait, il est ferme. Au début, il faut juste être ferme. Au début, ça va être difficile, mais il faut tenir le papa. Franchement, prenez le bébé à bras le corps et essayez d'aller le coucher vous-même pour que maman respire et que, en fait, le coucher, ça soit pas un moment redouté par tout le monde parce que le bébé va pleurer 1 heure, en fait. C'est de se dire, du coup, voilà, on essaie de trouver où est-ce qu'on peut aider finalement différemment. Et c'est vrai que j'avais même oublié ce truc-là où je m'étais dit non, je vais aussi faire les couchers. Et c'est vrai que du coup, tu gérais beaucoup plus. C'est vrai, j'avais complètement investi. T'étais vraiment au taquet parce que c'était un terrain connu. Cette fois. C'est ça, c'est la grosse différence, c'est que du coup, c'est un chamboulement de gosse. Et le premier, si on se met en plus de la pression, ça devient très, 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 très vite compliqué. Donc, après, le deuxième, on a de l'expérience et puis on c'est ça. En fait, pour le coup, pour nous, en tout cas, le deuxième, c'était presque plus compliqué sur certains sujets, mais c'était tellement en terre connue, on savait. En fait, sur le premier, moi, je me souviens que Andrea, il avait peut-être 1 an. Et je suis allée au balcon, sur mon balcon, et je voyais des gens qui marchaient pour aller au restaurant. Et je me suis dit, la chance. Ils font leur vie. Ils sont libres, ils sont insouciants. Je récupérerai jamais mon insouciance. Mais pourquoi on pense comme ça en tant que maman? Bien sûr que les enfants après ils vont grandir et que même on va s'organiser autrement. Et moi je dis ça pour mon cas, mais il y en a et c'est pour ça qu'on dit il faut un village pour élever un enfant. Mais parce que des fois on aimerait avoir un peu de soutien quoi. Et c'est vrai que juste ce côté d'insouciance etc. Mais je l'ai même pas eu pour le deuxième parce que le deuxième, je me suis même privée d'un concert en pensant que ça allait être pareil. Et le jour du concert, il avait 1 mois et j'ai dit j'aurais dû aller. Mais du oui, ça aurait été tranquille en fait. T'avais compris avec le premier que cette période difficile avait une fin et pour le deuxième, du coup, c'était complètement apaisé. Et ça, les mamans, on le sait pas au début. On fait et vraiment tout passe. C'est pas une situation permanente. Non, voilà, c'est pas une situation permanente. Qu'est-ce que vous diriez à un couple qui vit exactement la même chose, une forme de baby clash actuellement? Qu'est-ce que vous leur diriez? De discuter. Discuter, la communication, clairement. De faire des compromis ensemble. Et puis, de trouver ce qui drive, ce c'est-à-dire ce qui va pas, et trouver une solution qui correspond aux autres. Parce que finalement, le contrat de parentalité, c'est quelque chose, qu'Aileen qui a packagé après dans son blog, dans son Instagram, et qu'il a plein de gens qui l'ont mis en place, avec qui ça a marché, mais il y a des gens à qui ça va pas marcher. Moi, j'aime quand c'est très structuré, il y a des gens, ils aiment pas la structure. Je pense que s'il y en a un qui est plus communicant que l'autre, il faut vraiment que ça soit lui qui prenne, même si, par exemple, c'est la maman qui communique plus et que c'est la maman qui subit le plus, juste de se dire, de pas attendre le conflit pour discuter, déjà, d'attendre que ce soit un moment apaisé, qu'ils soient que tous les deux autour d'un petit dessert ou d'un truc sympa, un petit verre, et de dire, voilà, toi, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Ok, ça va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change? Et moi, c'était clairement ça. J'avais pas assez de temps pour moi. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as besoin? De quoi t'as besoin? Moi, j'aimerais bien avoir 15 minutes pour faire un peu mon sport et de pas entendre de cris, de rien, d'être tranquille et de 1 heure par semaine, je sais pas, de faire un dîner avec une copine, chaque semaine et que toi, tu gères ce moment-là. Et en fait, c'est de vraiment, de faire parler l'autre pour dire, qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça se passe mieux en fait. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, il y a une période où ça va être compliqué. Il faut accepter qu'on soit maman et papa et pas tout de suite encore femme et couple, parce que ça va revenir en fait. Au début, on a envie de pouponner le bébé, il a besoin d'être ça. On fait un enfant aussi pour s'en occuper. Donc au début, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis en fait, au fur et à mesure, on redevient un petit peu maman, on redevient un peu papa et couple. Et ça, il faut juste prendre le temps d'accepter ça et de pas s'oublier au mieux quoi. Tu as écrit un livre du coup à ce sujet? Oui.
Parce qu'en fait, pendant le confinement, j'avais du temps et en fait, j'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux parce qu'en 2019, sur les réseaux sociaux, avoir un enfant, en tout cas moi, c'était l'impression que j'avais. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. Non, il y avait du contenu, mais c'était en mode c'est parfait. C'est parfait, Ah oui, c'est génial d'avoir un bébé, etc. Et moi, j'étais là en mode, mais c'est génial. Oui, c'est génial, mais c'est dur quand même. Je me suis dit, je vais écrire un livre sur cette partie-là. Mais je veux pas que ça soit documentaire. Je veux vraiment que ça soit en mode romance parce que j'adore lire des romances. Donc je voulais écrire une romance et de parler d'une histoire d'amour qui se construit. Mais le côté et après en fait ils se marient, ils ont un enfant et comment ça se passe parce que généralement ça s'arrête là, c'est merveilleux. Et ben moi c'est le côté où toutes les tempêtes qu'un couple peut traverser, ça reste hyper léger parce que c'est un livre que je voulais quand même qu'on lise sur la plage, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un chapitre qui est un peu plus lourd parce que c'est le côté où il y a un baby clash, où c'est compliqué, on se remet en question, on s'oublie, etc. Et comme toute bonne romance, il y a un happy ending. Alors c'est pas du tout comme le vôtre. Oui, ouais. Pour le coup c'est comme le nôtre, mais c'est pas du tout autobiographique. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même l'exemple du foot. Éléments qui sont assez. En fait, sur le postpartum, ça reste quand même assez. Et donc si on veut retrouver le contrat de parentalité, t'as dit tu le proposais, c'est ça sur ton Instagram? Sur Instagram, j'ai un post sur ça. Je pense que c'est comme ça que tu m'as trouvé, peut-être d'ailleurs. Oui. Et donc, qui explique comment donc j'avais tout expliqué pour le mettre en place. Et c'est vrai que j'avais eu souvent des questions sur ça, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on est un peu démunis sur pas le fond, mais sur la forme. Comment faire pour améliorer des choses? Parce que au fond, je pense qu'il y en a plein qui ils peuvent plus supporter et au fond, ils s'aiment. Et ils aimeraient juste trouver une solution, mais ils y arrivent pas. Et en fait, souvent, c'est difficile de passer de la théorie à la pratique. Donc, c'est vrai que c'est avoir quelque chose comme je disais, si on aime quelque chose de cadré, du coup, il y a un cadre et puis on le met en place et on voit si ça marche. C'est un gros sujet, le baby clash, et il faut pas en avoir honte. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, et en fait, il faut juste se dire que, est la clé. Hein. C'est pas en se séparant forcément. Après, il y en a, il y a pas de solution, il y a pas de solution. On n'a plus envie. Mais faut pas se dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Nous, on a construit quelque chose ensemble. L'amour évolue. Elle évolue aussi avec la famille et les projets qu'on construit ensemble. Mais c'est quelque chose même aujourd'hui qu'on doit entretenir parce que j'aurais trop peur qu'on se sépare pour des mauvaises raisons. Donc de vraiment s'interroger et de se dire si on est compatible encore ensemble et de mettre en place des choses pour que ça dure. Et surtout de continuer de pas prendre de décision tant qu'on dort pas. C'est clair. C'était très bien dit. Merci à tous les deux. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire, partagez l'épisode autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir le projet. Et pour suivre les coulisses du podcast, rejoignez-moi sur Instagram @ensemble.podcast. À très vite pour un nouvel épisode.